Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête, la nature complètement paradoxale de l'intelligence artificielle. C'est un puzzle qui a l'air super complexe, mais on va l'assembler ensemble, pièce par pièce. Alors, tout part de cette citation. Elle est assez provocatrice, n'est-ce pas? On dirait une contradiction totale, et pourtant, elle cache une vérité essentielle sur les IA d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les grands modèles de langage. C'est la question qui va nous guider. Comment une machine peut-elle être à la fois un génie surhumain et en même temps d'une bêtise déconcertante? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près ses capacités incroyables, mais aussi ses échecs les plus spectaculaires. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par explorer ce grand écart, cette dualité vraiment fascinante de l'IA moderne. D'un côté, on a des prouesses qui sont juste bluffantes. Réussir l'examen du barreau, un des plus durs qui soit, écrire des lignes de code complexes, maîtriser des dizaines de langues. C'est la partie infiniment plus intelligente. Mais de l'autre côté, on a des ratés qui laissent perplexes, des incohérences flagrantes, des hallucinations où elle invente carrément des choses, et une logique qui, parfois, est aux abonnés absents. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de l'University College London ont décidé de tester tout ça. Ils ont pris 7 des plus grands modèles d'IA, comme GPT-4 et Claude 2, et leur ont fait passer une série de tests psychologiques qui, à la base, sont faits pour nous, les humains. Tenez, voici un exemple de test. On appelle ça le problème de l'urne. C'est conçu pour déceler un biais cognitif qu'on a souvent. Le choix semble simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de boules rouges en nombre absolu ou une meilleure proportion? La logique paraît assez simple, non? La bonne réponse, bien sûr, c'est l'urne A. On a 10% de chance de tirer une boule rouge contre seulement 8% dans l'urne B. C'est un petit piège, mais ça reste un simple calcul de probabilité. Alors on se dit qu'une IA, ça devrait gérer ça sans problème. Eh bien, pas vraiment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Non seulement les IA ont eu du mal, avec une inconstance assez folle, mais surtout, leurs erreurs sont radicalement différentes des nôtres. Leur raisonnement était souvent complètement absurde, un modèle a même refusé de répondre pour un motif totalement hors sujet. Le point clé, c'est ça. Elles ne pensent tout simplement pas comme nous. D'accord, leur raisonnement est étrange. Mais alors d'où vient leur puissance de calcul incroyable? La réponse, et c'est ça le paradoxe, se trouve dans une source d'inspiration qu'on connaît très bien, notre propre cerveau. Une des architectures de base de l'IA, c'est le réseau de neurones convolutif, ou CNN. Ce qui est fascinant, c'est que sa structure est directement copiée sur la manière dont notre cerveau, notre cortex visuel, traite les images. L'idée, c'est de ne pas tout analyser d'un coup, mais de le faire par étapes, de manière hiérarchique. En fait, tout commence par des choses très simples. Le réseau détecte des lignes, des couleurs, puis, couche après couche, il assemble ces petits bouts pour former des formes plus complexes, jusqu'à finalement reconnaître un objet entier. C'est un processus qui ressemble de manière frappante à ce qui se passe dans notre tête quand on regarde quelque chose. Mais le plus fou dans tout ça, c'est une découverte de l'université Johns Hopkins. Rien que l'architecture, avant même le moindre entraînement, génère une activité interne qui ressemble déjà à celle d'un cerveau. C'est la structure elle-même qui est la clé, avant même d'avoir appris quoi que ce soit. Et ce principe, on le retrouve aussi pour le langage. Des chercheurs de l'École polytechnique de Lausanne ont carrément identifié des groupes de neurones artificiels qui se spécialisent, comme de vrais centres du langage virtuel. La preuve, si on supprime ces quelques neurones, le modèle s'effondre. Ça montre bien qu'il y a une organisation interne qui ressemble, de façon troublante, à celle de notre cerveau. Ok, donc l'IA a une architecture inspirée du cerveau, capable de performances surhumaines. Mais alors, pourquoi est-elle toujours plus bête qu'un chat? Quel est cet ingrédient secret qui lui manque? On en revient à notre puzzle de départ. Le chat, comme n'importe quel être vivant en fait, il possède une chose que la machine, aussi complexe soit-elle, ne peut absolument pas simuler. C'est l'expérience subjective du monde. Les philosophes appellent ça la conscience phénoménale. Ce n'est pas la cognition, c'est-à-dire le simple traitement de l'information, non. C'est l'expérience vécue. C'est l'effet que ça fait de voir la couleur rouge, de sentir la chaleur du soleil sur sa peau ou de trembler de peur. Et la différence, elle est fondamentale. L'IA est une championne de la cognition. Elle traite l'info, elle répond, elle calcule à une vitesse folle. Mais elle ne ressent rien. Il n'y a personne à l'intérieur pour vivre ces calculs. C'est une simulation brillante de l'intelligence, mais ce n'est pas une expérience de l'intelligence. Pour les philosophes, il y a plusieurs conditions nécessaires à la conscience. Avoir un corps biologique pour s'ancrer dans le réel, avoir un point de vue unique, être capable d'agir par soi-même, et avoir des pensées qui portent sur le monde. Pour l'instant, l'IA ne remplit aucune de ces cases. Bon, si construire une machine consciente, ça semble hors de portée. Il y a une autre voie qui se dessine, et elle est peut-être encore plus vertigineuse.
connecter notre propre conscience aux machines. Et là, attention, cette question, ce n'est plus de la science-fiction. Elle est au cœur d'un domaine qui est en pleine explosion, les interfaces cerveau-machine. Une interface cerveau-machine, ou ICM, c'est quoi? Eh bien, c'est une connexion directe entre l'esprit et la technologie. On oublie le clavier, la souris, la voix. La pensée elle-même devient l'interface, la télécommande. Ces technologies ont un potentiel qui est juste immense, surtout dans le domaine médical. Grâce à ça, on a déjà des patients paralysés qui peuvent contrôler des bras robotiques par la pensée ou même remarcher grâce à un pont numérique entre leur cerveau et leur moelle épinière. C'est incroyable. Mais évidemment, cette promesse s'accompagne de questions éthiques absolument vertigineuses. Si nos pensées peuvent être lues, est-ce qu'elles peuvent être volées ou pire, manipulées? La protection de nos données cérébrales devient un enjeu majeur. La frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. On se dirige vers un futur où l'intelligence biologique humaine pourrait fusionner avec la puissance de calcul de l'IA. La question n'est plus de savoir si on va y arriver, mais plutôt quel type de futur on va choisir de construire avec ces outils. Et la réponse, eh bien, elle nous appartient.